Mesdames et messieurs les représentants du conseil d'administration, monsieur le directeur général, monsieur le directeur médical qui nous fait l'honneur de sa présence, professeur Arnaud Perrier, mesdames et messieurs les membres du comité de direction, professeurs, docteurs, collaborateurs, collaboratrices, chers amis, membres du barreau, monsieur le bâtonnier, monsieur le conseiller d'État, pourtant ancien avocat, me prie de vous excuser, il est retenu en commission. Semaine après semaine, Éric Dupond-Moretti est introduit dans les auditoires à coups de superlatifs. Même s'il confesse une caresse furtive sur un ego qu'il décrit comme fragile, je sais qu'une autre partie de lui s'en trouve parfois gênée, parfois même agacée. C'est là tout le paradoxe apparent d'un homme à la fois revendiquant d'être dans la lumière et tout en même temps revendiquant son droit à une pudeur exquise. Je renonce donc, Éric Dupond-Moretti, à tout propos ou poncif largement fréquenté et parfois agaçant sur le recordman du monde en matière d'acquittement. Vous ne m'en voudrez pas, je sais même que vous le cautionnez, même si je confesse, mesdames et messieurs, d'expérience, que derrière cela, il y a des nuits d'anxiété, des nuits sans sommeil, des cendriers qui se remplissent et parfois se vident lorsque la maîtresse de maison est particulièrement délicieuse. Il y a évidemment des moments qui précèdent juste la prise de parole, qui nous font presque en deux. Il y a les enjeux d'un individu, il y a tout ce que les gens de l'hôpital vivent à la veille ou au moment de tenter de modifier le destin d'un être humain à l'égard soit de son destin judiciaire, soit, vous le savez fort bien, de son destin de santé ou de son parcours de vie. Je renonce donc à cette évocation-là, statistique et vulgaire. Je renonce également, Éric Dupond-Moretti, à un surnom, presque une contraction, entre le monde de la justice et celui de la tauromachie, qui vous agace pareillement. Ce sur quoi, Maître Dupond-Moretti, on ne peut en revanche pas tout à fait passer. Ce sont quelques procès incroyables auxquels vous avez participé, car cela vous autorise évidemment à porter sur le monde de la justice, sur l'âme humaine et sur la société et ses modifications vertigineuses de paradigme, un regard apaisé, novateur, créateur, différent, un souffle à l'envers de ce que la licitude de la pensée nous inflige au quotidien. Bien sûr, au nombre de ces procès, Éric Dupond-Moretti, il y a Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany récemment, Jean-Luc Mélenchon, Abdelkader Mera, probablement à graver dans le marbre de l'histoire judiciaire française, comme ceux d'un autre temps, moi, rêvais de l'affaire Dominici, de l'affaire Patrick Henry, de Marie Bénard, et désormais, il y aura dans le marbre de cette justice-là aussi les risques individuels d'image, mais à titre personnel également, que vous avez pris dans l'affaire Abdelkader Mera. Mais il y a surtout les procès qui sont gravés dans le marbre de l'histoire de la justice française. Outreau, bien sûr, Jean Castella, accusé d'être le commanditaire de l'assassinat du préfet Erignac, Loïc Séché, Jacques Viguier, professeur de droit, ou encore le docteur, votre collègue Jean-Louis Muller, docteur en médecine, ces deux derniers notables ayant été accusés d'avoir assassiné leurs épouses. 5 décisions d'acquittement que Maître Dupond-Moretti a arrachées presque de force, en faveur d'individus dont je n'hésite pas à dire qu'ils auraient probablement été broyés par la justice s'ils avaient été défendus par d'autres. Peser sur le destin individuel, c'est un propos qui nous concerne tous dans le milieu
hospitalier, en tirer une fierté, un orgueil et en conserver des souvenirs immémorables, c'est aussi un propos que l'on peut partager avec l'avocat qui est Éric Dupond-Moretti. Il n'y a chez lui aucune posture, mais il n'y a également aucune imposture, sauf à affirmer à tort que l'intelligence ou son exploitation serait une imposture. Il est le meilleur d'entre nous et le plus sincère, ou peut-être est-ce simplement qu'il est le plus sincère et donc le meilleur. Éric Dupond-Moretti est un homme presque totalement libre et je le soupçonne d'en avoir l'ambition ultime. Il est partout à la télévision, sur les planches, en audience. C'est donc un réel plaisir que de vous avoir ici, Éric Dupond-Moretti. Je voudrais achever ce propos un peu élogieux, mais pas trop, en vous disant qu'au fond, je suis bien mari que d'avoir à vous interroger, parce que vous savez bien que je partage ab initio à peu près toutes vos convictions, mais enfin, je veux bien un instant être l'avocat du diable. Belle posture, maître François Canonica. Que de vouloir être l'avocat du diable, le bon Dieu, vous le savez, n'a pas besoin d'avocat. Bon. Je suis ici parce que, d'abord, Véronique et François Canonica, je les aime profondément. Et quand ils m'ont demandé de venir, je suis venu parce qu'un ami va là où ses amis lui demandent d'aller. Et je suis ici aussi parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre ce que vous faites et ce que font les avocats. Soigner et défendre les hommes, ça se ressemble beaucoup. Il y a naturellement des divergences techniques. J'aurais du mal à donner une consultation d'homologie, mais il y a beaucoup de choses que nous avons en commun et on en reparlera sans doute. Alors, dans un premier temps, on m'avait demandé d'être là et c'est la raison pour laquelle il y a cette espèce d'estrade un peu particulière. Je devais être introduit par François Canonica, puis je prenais la parole et j'essayais de vous maintenir éveillé durant 3/4 d'heure. Mais au fond, répondre à des questions que vous ne vous posez pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Et je préfère répondre à des questions que peut-être vous vous posez. Et donc l'exercice va être découpé de la façon suivante. D'abord, François Canonica va me poser un certain nombre de questions. Et puis ensuite, vous aurez le droit de parachever son œuvre. Voilà un peu comment nous avons conçu ces quelques moments de réel plaisir pour moi que nous allons partager ensemble. On le partage ensemble. Bonjour, maître Éric Dupond-Moretti. Bonjour, maître François. Ah, merci, madame. Une petite cigarette avant de commencer? J'en ai plus. Et puis fumer en milieu hospitalier, quand même, l'idée aurait pu venir que de l'invoquer, non? Ah, écoutez, j'ai fait une petite conférence à la faculté de médecine de Paris et le professeur, dont je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas un délateur, je ne suis pas un lanceur d'alerte, est venu me voir et puis il m'a dit « Ah, j'ai envie de griller une clope ». Je dis « Mais vous fumez, vous êtes cardio, vous êtes un des cardiologues les plus connus ». Il m'a dit « Ne le répétez à personne, mais pour moi, tout est génétique ». Bon, alors, maître Dupond-Moretti, s'il fume en douce, ce professeur, c'est qu'on ne peut plus fumer, on ne peut plus boire, on ne peut plus rouler, on ne peut plus penser, on ne peut plus même s'exprimer. Certains même affirment qu'on ne peut plus, mais enfin, ce ne serait pas correct de l'invoquer. Ça vous met en colère, cet hygiénisme, non? Ah, ça me met, oui, gravement en colère, parce que c'est en réalité une espèce d'infantilisation de notre époque. L'hygiénisme, c'est l'ensemble des règles que l'on édicte pour notre santé physique et mentale. Donc l'homme moderne, c'est un phénomène qui traverse toute notre société, et l'homme moderne connaît une nouvelle définition. L'homme moderne, évidemment, il ne fume pas, il ne boit pas, il fait du sport en jogging fluo, il bouffe du quinoa,
Il ne ment jamais, il n'a pas de secret, pas de jardin secret, il roule à 35 km/h dans une voiture électrique, c'est l'homme moderne. Naturellement, il n'aime plus la chasse, il n'aime pas la corrida. Et puis il y a un hygiénisme intellectuel. Celui-là, c'est le plus pernicieux. C'est la présentation de mon oncle de Jacques Tati à un ventilateur dans la bouche au lieu d'une pipe. Est-ce que vous avez déjà vu un type fumer un ventilateur? Je ne sais pas. C'est Malraux, Camus privés de leurs cigarettes sur les photos officielles. C'est des méthodes de Stahl. Et je viens d'apprendre, alors tout à fait récemment, que cet hygiénisme-là nous conduit aussi à une restriction de notre pensée dans un exemple très précis, très singulier. Je vous le livre en 2 secondes et on passe à la question suivante car je vous sens trépigner. En Belgique et en France, on fête la Saint-Nicolas. Ensuite, je ne crois pas. Hein. Non. Oui? Non? Non. Bon. D'accord. Et alors, Saint-Nicolas est accompagné du père Fouettard. Et le père Fouettard, il est noir. Mais non pas à raison de sa peau, parce que c'est lui qui dépose les cadeaux, il est noir de suie. Eh bien, une association suisse vient de décréter que c'était une pratique raciste, et donc maintenant, le père Fouettard est devenu blanc. C'est ça l'hygiénisme. Et ça nous restreint dans nos libertés individuelles. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, mais vous n'êtes pas parfait vous-même. Dans vos ouvrages, notamment Bête Noire, le meilleur de vos ouvrages, vous revendiquez vos origines populaires, comme une cocarde qu'on met à la boutonnière, et vous avez bien raison de le faire. Et puis la première occasion se présente, qui plus est au soutien d'intérêts de policiers ou d'agents de la force publique qui n'ont pas reçu jusqu'à ce jour vos plus intimes caresses. Et vous attaquez l'une des plus belles incarnations de la France du peuple, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. D'où ma question, Maître Dupond-Moretti, vous vous embourgeoisez? Et ça, c'est l'expression d'une traîtrise de classe, en quelque sorte, c'est la question. C'est ça. D'abord, je ne revendique pas mes origines comme une cocarde. On n'est responsable de rien. J'évoque mes origines pour rappeler simplement qu'on est d'abord le fruit de son histoire. C'est important quand on est avocat de rappeler ça, parce qu'il y a la vérité la vérité du client, la vérité du dossier, et il y a ce qu'on peut appeler la vérité de l'intime. C'est-à-dire que quand on plaide pour un homme, on le regarde d'abord sous le prisme de ce que l'on est. Et donc, de là où on vient, bien sûr. C'est ça que je revendique. Alors, j'ai défendu des policiers, j'ai appelé d'ailleurs à l'occasion, pendant l'audience, des travailleurs de la fonction publique, des camarades de la fonction publique. Ils ont été gravement injuriés par Mélenchon, qui, en faisant appel à la presse, parce que c'est lui qui a fait appel à la presse, n'imaginait pas une seule seconde qu'il était en train de constituer une incroyable preuve contre lui. Parce qu'on le voit bousculer, on le voit vitupérer, on le voit injurier, insulter. Et je m'étais dit simplement que un gamin d'une cité, s'il traitait un policier de la façon suivante, il aurait été menotté, emmené en garde à vue, déféré, et il aurait passé quelques jours en prison. Voilà. Et quand la police est venue me voir, je me suis souvenu qu'être avocat, c'était défendre tout le monde. Et j'étais très honoré de les défendre. Et puis en plus, Jean-Luc Mélenchon a commis l'irréparable parce qu'il a raconté que j'étais le complice d'ailleurs, une espèce de marionnette entre les mains de Brigitte Macron. Et alors voilà exactement ce qu'il a dit. Je ne connais pas ce Dupond-Moretti. Bon, ça m'a profondément fait mal. Dans la foulée, il a ajouté, comme pour se rattraper, ce doit être un homme parfait. Et là, je dois dire que j'étais au paroxysme de l'enchantement. Juste avant de déraper, il a dit la seule photo que j'ai vue de lui, c'est une photo avec Brigitte Macron. Alors cette photo, je vais vous dire d'où elle vient. Brigitte Macron m'a fait l'honneur de venir me voir au théâtre et on a
pris une photo avec toute l'équipe qu'elle a postée sur son compte à elle, sur Instagram. Et alors là, par un procédé assez curieux, ils ont coupé les inutiles de la photo et ils ont gardé Brigitte Macron et moi, et nous sommes presque collés serrés. Et de cette photo, il a cru devoir tirer la preuve que c'était un procès politique et que j'étais une espèce d'instrument aux mains du pouvoir. Bon. Il a ajouté que j'étais payé par l'État et il a demandé quel était le montant de mes honoraires. Je lui ai dit qu'il était plus préoccupé que moi par le montant de mes honoraires parce que ma note n'était pas faite, ce qui était vrai, et qu'être payé par l'État, il aurait dû savoir, lui qui est parlementaire depuis 40 ans, qu'un fonctionnaire de police, quand il est injurié, eh ben, c'est l'État qui prend en charge les honoraires de son avocat. Donc il a expliqué une espèce de truc alambiqué. En réalité, c'était très clair, c'est l'application tout à fait ordinaire de la loi, et ça m'a un peu fâché. Et donc, j'y ai mis un petit supplément d'âme, maître François Canonica. Et je lui ai rappelé simplement que, puisque c'était le complot, ourdi contre lui, il y avait en réalité 2 procès. Il y avait celui qui faisait devant ses militants, il arrivait les bras levés comme ça, triomphalement. Puis il y avait le procès judiciaire qui se déroulait. Et je lui ai dit que quand on était un révolutionnaire, puisqu'il était un révolutionnaire, apparatchik du Parti Socialiste depuis 40 ans, mais un révolutionnaire annoncé, eh bien, il n'avait aucun courage, parce que quand on est un révolutionnaire et qu'on pense que le tribunal est un tribunal politique, on le récuse et on fait ce que Jacques Vergès avait appelé la défense de rupture. Ai-je répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Y mettre un petit supplément d'âme chez vous, ça signifie quoi ? Aller puiser dans une colère ancestrale, quelque chose qui vous vient de loin ? Je trouve que c'est gravement injurieux que de dire à un avocat qu'il est instrumentalisé par je ne sais qui. Okay. Et alors sur la photo, pour vous faire sourire, parce que c'était la première fois qu'il avait entendu parler de moi, etc., je lui ai en plus rappelé qu'il n'avait aucune mémoire, parce que le hasard des choses faisait qu'à Marseille, où je signais un de mes bouquins, il était venu me saluer, et qu'il y avait des photos. Et alors les journalistes les ont retrouvées et les ont mises en ligne. Donc je dis en plus, voilà, et nous avons des photos ensemble, Monsieur Mélenchon, et ça ne signifie rien d'autre que le fait que nous nous soyons rencontrés. Voilà. Oui, le petit supplément d'âme, c'est la colère. C'est la petite touche personnelle. Ouais. La petite cerise sur le gâteau judiciaire. Ouais. Alors, à propos de petites cerises, revenons, si vous le voulez bien, à l'hôpital. Un journaliste vous en a présenté une récemment, de petites cerises, en vous demandant si Patrick Balkany avait bien passé sa première nuit à la prison de la Santé. Au nom de la vulgarité de la question et du secret professionnel, vous avez évidemment éconduit cette question. Ici à Genève, les choses ne sont pas bien différentes. On travaille sous le joug de la sécurité, du tout à la sécurité, de la transparence, de l'obligation de transparence. Très récemment, un projet de loi, vous le savez, vous vivez la même chose en France, a circulé sur le bureau du Grand Conseil, au terme duquel les thérapeutes, certains sont dans la salle, auraient eu, s'il avait passé, l'obligation de dénoncer, dans l'hypothèse d'une clause péril, leurs patients en cas de risque pour la population ou de risque individuel. Ces exigences de transparence et de sécurité, est-ce qu'elles mettent en péril, maître Dupond-Moretti, évidemment le secret de l'avocat, mais par extension le secret médical? Bien sûr, bien sûr. Il y a l'hygiénisme dont on a parlé il y a une seconde, il y a l'hypermoralisation de notre époque, l'exigence de transparence, de transperçance, qui fait que le secret et le jardin secret c'est l'intime, deviennent suspects. Le secret professionnel de l'avocat n'existe plus en France. Je peux en toucher un petit mot rapidement, sans rentrer dans le détail et sans être technique. Vous savez qu'on cherche depuis longtemps des juges et quelques journalistes qui collaborent avec eux. Je pense à Mediapart en particulier, que j'exècre. Parce qu'ils sont les gardiens et les garants autoproclamés de la morale publique et il n'y a rien de pire que ça. Et donc ils travaillent main dans la main avec des juges et ils ont décidé de placer Nicolas Sarkozy sous écoute téléphonique. Et Nicolas Sarkozy converse avec Thierry Herzog, dont le monde entier, enfin ceux qui s'intéressent à cette affaire, le monde entier sait qu'ils sont
d'abord avocats tous les deux, mais l'un est le client de l'autre. Et devant la Cour suprême, la Cour de cassation, une requête en nullité a été déposée en disant mais il s'agit de la conversation entre un avocat et son client, elle est normalement couverte par le secret professionnel. Et la Cour de cassation, de façon tout à fait stupéfiante, a répondu que non, car Nicolas Sarkozy à l'époque n'était pas mis en examen, il n'était pas gardé à vue, il n'avait pas été gardé à vue. Ce qui est une hérésie, un gamin de 2e année de droit qui écrirait une copie comme celle-là, il a 0. Parce que ça signifie que le secret professionnel n'existe plus en matière de divorce, où il n'y a pas de garde à vue possible, en matière fiscale, en matière de... Et donc il y a une propension de certains, au nom de la morale publique, à tout savoir et à tout voir. Et donc ça vous concerne évidemment, parce que quand un secret recule, là il y a les petits oiseaux qui rechantent encore, François. Qu'est-ce qui se passe? On peut le fermer aussi. Et quand le secret professionnel des avocats recule, c'est le secret des médecins qui est susceptible de reculer. Mais de la même façon, quand le secret des médecins recule, les avocats doivent être inquiets. Les journalistes peuvent l'être aussi. Les prêtres. Le secret de la confession en France, ça a complètement explosé. Or, il n'y a pas de confession sans secret de la confession. C'est l'histoire de Barbarin à Lyon. Et qu'est-ce qu'il faut opposer dans un débat de société comme celui-ci pour défendre le secret médical à cette volonté de transparence? Comment est-ce que vous arrivez finalement à plaider pour le respect du secret médical? Comment l'enorgueillir? J'en sais rien. Le problème est que nous sommes dépassés par cette espèce d'hyper-moralisation qui nous conduit en permanence à une forme de manichéisme. Il faut être pour ou contre, le bien contre le mal, le bien et la bienséance contre le mal. Et comme on nous contraint en permanence à choisir notre camp, beaucoup de nos concitoyens ont choisi le camp du bien. Et quand on entend Edoui Plenel dire « moi, la morale publique, j'en suis le garant », plein de gens adhèrent à cela, et ça génère une forme de maccarthisme. Et pour être très efficace en matière de morale publique, il faut violer les secrets. C'est pas plus compliqué que ça. Mais les vannes sont ouvertes, il faut être extrêmement attentif, parce que quand il n'y a plus de secret, il n'y a plus de liberté. Évidemment que si on veut être très très efficace, on met 4 caméras dans chaque rue, dans chaque hôtel, dans chaque chambre d'hôtel. Et on n'a plus de délinquance, en tous les cas, on a tout de suite des coupables. Ah, du point de vue de l'efficacité, c'est fabuleux. Du point de vue de la liberté, moi, je suis un peu plus sceptique, évidemment. Bon, vous avez pris tous les risques, Éric Dupond-Moretti, risques personnels, risques d'image, en défendant le frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah. Des voix, des contre-voix se sont levées, soit pour vous considérer comme un héros courageux de la France incarnant la liberté d'expression, soit pour vous traiter de traite absolue, d'antisémite ou que sais-je. Bernard-Henri Lévy a mêlé sa voix à ces choses-là très intelligentes. Vous l'avez d'ailleurs soigné à l'occasion d'une réponse dont tout le monde se souvient. Mais je reviens à cette affaire Merah par rapport à l'hôpital. Il était accusé notamment de complicité d'actes terroristes. Nous soignons ici à l'hôpital, enfin les médecins, le corps médical, les professeurs, les médecins, les collaborateurs, les infirmières soignent des chefs d'État qui ne viennent pas tous, et c'est aussi l'orgueil de l'hôpital que de le dire et que d'exécuter ces tâches-là, qui ne viennent pas tous de pays très démocratiques, mais qui viennent parce que les hôpitaux universitaires de Genève sont connus dans le monde pour leur efficience. Ma question, Maître Dupond-Moretti, la question de l'opportunité de soigner ces gens-là se pose-t-elle ou non? Si demain un médecin refuse des soins à un dictateur, c'est plus un médecin. Pardon. Et si demain un avocat refuse de défendre celui qui, à un moment donné, dans une époque donnée, incarne le mal absolu, c'est plus un avocat. Moi, l'affaire Merah, c'est l'affaire dont je suis le plus fier. Quand la guerre s'est terminée, ce qui scelle définitivement l'ère nouvelle, c'est pas tellement la signature de l'armistice, c'est le procès de Nuremberg.
ou des nazis, parce que ce sont tous des nazis, vont être jugés et vont être défendus. Et 4 d'entre eux vont être acquittés. Et certains vont obtenir des circonstances atténuantes, ce qui n'était pas écrit sur le papier, parce que si tous ils avaient été condamnés à mort, je ne pense pas qu'il y aurait eu des manifestations pour les soutenir. Donc, quand l'affaire Meyrat s'est présentée, quand la famille Meyrat est venue me voir, il y a longtemps de ça, parce que les faits remontent à 2012, j'ai soutenu, en dépit de la condamnation récente intervenue, qu'il n'y avait pas de preuve de sa complicité des crimes d'assassinat perpétrés par son frère. À partir de là, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que le terrorisme va générer des règles nouvelles? Au fond, on peut la poser différemment, la question. Est-ce que les terroristes doivent être jugés comme les autres accusés? Est-ce que nous sommes en guerre ou est-ce qu'on se retrouve devant des juges qui ne sont pas des soldats? Et est-ce que les règles que nous avons mis des millénaires à élaborer s'appliquent encore ou pas? Est-ce qu'on est entré dans une ère nouvelle? Est-ce que le doute profite encore à quelqu'un qui est désigné comme étant un terroriste? Et la question, elle est importante, parce que si on répond non, et majoritairement la société est prête à répondre non au Café du Commerce, les terroristes, il faut les couper en deux dès 5 heures du matin. La question est alors une question de curseur. Vous comprenez bien que si on accepte ça pour les terroristes, demain on acceptera ça pour les pédophiles, ou pour les pédophiles désignés comme tels. Et évidemment que notre société y perd, parce que l'honneur de la justice, c'était de le juger conformément à nos règles. Comme votre honneur, c'est de soigner demain des salopards. Et quand vous soignez un alcoolique d'une cirrhose du foie, vous le faites pas différemment que quand vous soignez une cirrhose qui peut avoir une autre origine. Parce que c'est ce que vous êtes consubstantiellement. Et c'est ce que doit être un avocat consubstantiellement. Alors, dans cette histoire-là, moi j'ai découvert d'abord la violence des réseaux sociaux. Je ne savais pas que ça existait. J'ai découvert aussi de très très belles choses, parce que la plus belle lettre que j'ai reçue, j'en ai pas reçu beaucoup, des lettres de soutien, mais j'en ai reçu quelques-unes, dont une du grand rabbin de Bruxelles, qui explique que dans les livres sacrés, il était absolument indispensable de défendre Meyrat. Et ça, c'est un grand moment d'émotion dans ma vie. Cette lettre-là, elle est tellement belle, elle explique tellement de choses, et elle justifie ce qui, aux yeux de beaucoup, était totalement injustifiable. Et finalement, d'ailleurs, j'ai eu raison d'une certaine façon, même si c'est un succès éphémère, puisque, en première instance, il a été acquitté pour la complicité d'assassinat. Alors en appel, on l'a condamné pour la complicité d'assassinat, et curieusement, paradoxalement, il n'a pas été condamné au maximum de la peine. Ce qui, moi, me laisse songeur. Mais, comment vous dire, on est dans un procès où l'émotion génère une dictature de l'émotion. Il reste rien. Il y a l'émotion des victimes, des familles, évidemment ô combien légitimes, et ça ne peut pas nous interdire de rendre la justice. Toujours du côté de l'hôpital, pour les gens de notre génération, la France patauge dans l'affaire Grégory, faute de preuves depuis des décennies. Il y a même eu un espoir récemment à propos d'ADN possible sur les cordelettes qui avaient cerné les mains de l'enfant du côté d'un laboratoire suisse, lausannois, que vous connaissez d'ailleurs. D'où ma question, Maître Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y a des experts dans la salle, des gens du CURM, vous aviez connu à l'époque, à l'occasion de la preuve, le professeur Mangin. Cette preuve scientifique qu'on présente comme la panacée, est-ce que c'est une panacée ou est-ce qu'elle comporte des dérives ou des accidents majeurs dans l'administration de la justice ? L'ADN en soi n'a jamais été une preuve. La découverte de sperme dans un vagin n'est pas la preuve d'un viol.
C'est la preuve d'une relation sexuelle ou d'un éjaculat. Il paraît que récemment on vient de faire des études assez poussées sur l'ADN et sur la transmission secondaire de l'ADN. Alors, l'expérience est la suivante, telle qu'elle est relatée dans les manuels vulgaires auxquels j'ai eu accès. Alors, pardon si ça n'est pas tout à fait exact, mais je ne pense pas me tromper. A et B se serrent la main, et puis B touche un couteau. Qui retrouve-t-on? L'ADN de B, parfois l'ADN de A mélangé à l'ADN de B, et parfois, semble-t-il, dans des cas minoritaires, mais ça existe, l'ADN de A seul. Car on sait que nous ne sommes pas des donneurs équivalents en matière d'ADN. L'ADN, ça mérite d'être pris avec infiniment de circonspection. Il y a l'ADN, il y a la science telle qu'elle nous est livrée, et puis il y a la réflexion. Et naturellement, on ne peut pas s'interdire, là encore, l'exercice de nos règles millénaires, la charge de la preuve, le fardeau de la preuve. Je connais le professeur Mangin, j'avais assisté à une de ses conférences éblouissantes. Et le professeur Mangin, il avait été consulté dans l'affaire du docteur Muller, qui est un de vos confrères, accusé d'avoir assassiné son épouse, condamné à 2 reprises à 20 ans. Et chez lui, chez le professeur Mangin, avec lui, en tous les cas, des partis privés avaient tenté d'organiser une espèce de reconstitution qui permettait de démontrer à l'évidence l'innocence de cet homme. Mais l'autorité judiciaire française n'avait pas voulu de cette expertise privée. Alors en excipant du fait qu'elle était privée, en excipant peut-être un peu du fait, et ça c'est parfois un peu français, qu'elle venait de l'étranger, une espèce de souveraineté supérieure, vous savez. Les Belges disent que pour faire du bénéfice, il faut acheter un Français au prix qu'il vaut et le revendre au prix qu'il s'estime. C'est notre côté. Ne crache pas dans la soupe, mais c'est notre côté. Non, ça ne mérite pas d'applaudissements non plus, n'exagérons rien. C'est notre côté un peu jacobin, je le concède. Donc, quand cette affaire était venue aux assises, on a dit oui, le professeur Mangin, comme si c'était, voilà, d'accord. Sauf que son travail était carré, scientifique. Et quand l'affaire est revenue pour la 3e fois, moi j'ai imposé la reconstitution, je suis venu avec mes planches, j'avais des plans au millimètre, j'ai reconstitué dans la salle d'audience ce qu'on nous avait refusé depuis des années. Le professeur Mangin est venu, il a d'ailleurs rappelé cette formule sublime de Nietzsche qui dit que ce qui rend fou, ça n'est pas le doute mais la certitude. Et alors ça, c'était un clin d'œil du hasard. Il n'y a peut-être pas de hasard, mais je ne résiste pas au plaisir de vous conter l'anecdote. Le matin même, l'avocat général avait sorti une formule de Nietzsche que j'ai oubliée pour le coup, mais qu'il avait mise à sa sauce d'accusateur. Et l'après-midi, il y a Mangin qui vient, et il fait son témoignage, et je lui dis, professeur, je vous ai vu en conférence, et je crois qu'il y a une formule que vous aimez bien, la formule de Nietzsche. Et il capte tout de suite, et puis il dit, il était à la barre des témoins, il dit, oui, c'est le doute qui rend... C'est la certitude qui rend fou, c'est pas le doute. Et ça répondait exactement à ce que l'avocat général avait dit le matin. Voilà. Non, il faut enfin, la reine des preuves, l'ADN, c'est pas la reine des preuves, ça mérite une intelligence humaine autour des résultats et une réflexion, évidemment. Et il y a de vrais risques d'erreur aussi. Parce qu'on peut penser que... Il y a aussi, alors, il y a aussi d'ailleurs dans l'ADN, ça je l'ai vu à plusieurs reprises, des erreurs de labo. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où une femme condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, elle était accusée d'avoir tué sa rivale, elle était accusée d'avoir tué l'épouse de son amant, et quand on a reconstitué les scellés, ou quand on les a examinés, il y a une erreur du laboratoire qui était très très lourde de conséquences, puisque on avait examiné le peignoir de bain de la victime, et je ne sais par quelle erreur, on avait glissé dans les rapports, et non pas dans les scellés, mais dans les rapports, la découverte d'un cheveu qui appartenait à ma cliente, qui en réalité avait été découvert dans le coffre de son propre véhicule à elle.
Et ça changeait tout, évidemment, parce que la présence de ce cheveu sur la robe de chambre, le peignoir de la victime, ne pouvait s'expliquer que si elle était l'auteur du meurtre. Et évidemment, la présence de son cheveu dans sa voiture ne méritait aucune explication. Et après 4 heures de débat, les experts, et tout le monde en avait marre, mais il y avait un petit décalage de ligne, ils ont consenti à cette erreur. Et évidemment, ça changeait absolument le cours de l'histoire judiciaire, et le cours de l'histoire judiciaire a d'ailleurs été changé. Donc l'ADN, ça doit être pris... C'est une urgence ? Ah, je plaisante. Ça doit être pris avec beaucoup de circonspection. Voilà. On passe à un autre sujet. Outreau, évidemment, dans les mémoires des uns et des autres, mais aussi une affaire peut-être moins connue à Genève, Loïc Séché. Au centre de ces dossiers, un sujet qui intéresse aussi les experts, la parole des enfants et les expertises de crédibilité, passant cette parole au crible des grilles de réflexion des experts. Votre expérience sur l'appréciation par la justice de la parole des enfants? D'abord, peut-être du travail de certains experts. Outreau, c'est 13 accusés, expertisés par un nombre invraisemblable d'experts, de psychologues et de psychiatres, et tous disent alors qu'ils ont le profil de pédophiles, et tous disent aussi que les enfants disent vrai. Est-ce qu'ils ont été emportés par le climat délétère, le climat de vindicte qui sévissait à l'époque en France, ou trop d'ailleurs, ça s'inscrit juste après l'affaire du trou en Belgique. Tout le monde est tétanisé, tout le monde pense qu'on est en présence d'un scandale du pire que la France ait jamais connu, et tous les experts comme un seul homme disent ça. Puis il y a des travaux qui ont été faits, de travaux de réflexion bien sûr, et on a abandonné en France le terme de crédibilité. Le problème de l'expertise, c'est qu'on a parfois affaire, et moi je dirais même souvent d'ailleurs, à des experts militants de la victimologie. Et je pense qu'il s'engage beaucoup trop. Le bon expert psychologue et psychiatre n'est pas là pour délivrer un verdict. C'est une évidence. Il est là pour décrire une personnalité. Et sur le terrain de la crédibilité, alors on a tellement d'exemples. L'affaire Séché que tu connais très bien, par frustration, je dirais pourquoi tout à l'heure, parce que cette affaire est une affaire qui a fait l'objet d'une révision en France. Il y a eu une dizaine d'affaires révisées en France depuis la guerre. Et donc c'est une affaire historique. Et j'ai invité François Canonicat à venir la plaider avec moi. Et sa femme a eu la malencontreuse idée d'accoucher le jour où il devait plaider. C'est comme ça. Et donc, alors en plus c'était un acquittement écrit, parce qu'on avait toutes les preuves de l'innocence de cet homme, qui avait été condamné à 2 reprises à 16 ans de réclusion criminelle, parce qu'une gamine l'avait accusé, et parce que tous les experts, psychologues et psychiatres qui étaient passés avaient affirmé avec une inébranlable certitude qu'elle disait la vérité. Elle avait même été jusqu'à... il y avait eu 2 procès, puisque première instance appel, jusqu'à s'automutiler dans le dos, pour donner corps à son récit. Et après quelques années de détention, 9 ans, elle avait, avant, mais le temps que la révision se mette en place, elle a expliqué pour quelles raisons elle avait accusé cet homme. Schématiquement, elle avait été victime, non pas d'un viol, mais d'une agression sexuelle de la part d'un camarade de classe. Un professeur avait été alerté en lisant sa rédaction. Il avait trouvé qu'il y avait là les signes d'un véritable mal-être. Toute la famille, et on peut l'entendre, avait exercé une forme de pression sur cette gosse pour qu'elle dise la vérité. Elle ne voulait pas la dire.
Et un jour, on lui a suggéré, offert en quelque sorte un coupable, Loïc Séché, qui vivait en Bretagne et qui avait le tort de regarder un peu les gens bizarrement. Et tous les témoins disaient il a un regard bizarre. Et donc quand le père de la petite, en présence de l'enseignant, de la famille, a lâché son nom, elle a dit oui, elle a quitté l'assistance, elle est montée dans sa chambre, et voilà comment est née l'affaire Séché. Et tous les psychologues et tous les psychiatres qui sont passés ont dit mais c'est sûr et certain, elle est crédible, son discours est authentique, sonne l'authenticité évidemment. Et alors le juge, en réalité, le juge, il a tellement peur de se tromper dans ses affaires qu'il est ravi d'avoir un allié qui s'appelle le psychologue et le psychiatre pour se reposer sur lui. Mais là, on sort de ce qu'est réellement l'expertise. Et c'est ça le danger. Et cette gamine, elle a raconté, mais par le menu. Au point que, d'ailleurs, elle était en hôpital psychiatrique, elle était très très mal, et je me souviens que Loïc Séché, tu t'en rappelles, c'est un moment magique de notre exercice professionnel. Loïc Séché l'a regardé, il lui a dit à toi, je te pardonne de m'avoir accusé, mais je ne pardonne pas à l'institution judiciaire de m'avoir fait ce qu'elle m'a fait. Donc, s'il y a des experts dans cette salle, psychologues et psychiatres, parce que si vous saviez la vérité, on n'aurait pas besoin de juge, au fond. Il suffirait de demander votre avis. Et je trouve que tout ça est infiniment complexe et que ça a évidemment des conséquences judiciaires terribles. Et ce que vous devez pressentir, c'est que le juge, il est tellement ravi d'avoir des conclusions dans lesquelles vous dites qu'une victime dit vrai qu'il vous embrasserait presque. Bon, alors justement, il y a des experts dans la salle. Vous n'avez pas la réputation de, pas plus que les inspecteurs de police ou les témoins, de les ménager. On dit même que vous avez un côté, qu'est-ce qu'il faut dire, gourmand, balsacien. Comment vous voyez les choses? Donc ça me plaît bien, gourmand et balsacien. Gourmand et balsacien. Et donc ces experts, vous les engloutissez avec une technique très particulière, dont je dois dire qu'elle est en effet très bien rodée. Mais votre serviteur est dépositaire ici à l'hôpital de témoignages assez douloureux, non pas à votre égard, mais à l'égard du monde des avocats en général, où ces experts nous disent, après tout, on ne va plus exécuter nos missions parce que les avocats se tiennent très mal à notre égard. À chaque fois qu'on vient confirmer nos rapports, on est insulté, vilipendé, critiqué, contesté. Comment vous le voyez, ce couple, Maître Dupond-Moretti, avocat-expert? D'abord, c'est un couple qui peut vivre une histoire d'amour... Vrai. Si l'expert est... Enfin, moi, évidemment, je me suis déjà payé quelques experts avec gourmandise, mais parce que leur travail me permettait de le faire. Quand il est carré... Enfin, si vous avez... Pardonnez-moi, mais si vous avez un psychologue... Pour reprendre l'exemple d'Outreau ou de Séché, si vous avez un psychologue ou un psychiatre qui est dans la modération, je pense à Zaguri, par exemple, que je connais bien. Zaguri, et c'est pour moi une référence, il s'est toujours gardé, et il se garde toujours, de propos dirimants, péremptoires. Il y a une affaire très connue en France qui est l'affaire du professeur Viguier, c'est un professeur agrégé des facultés de droit de Toulouse, qui était accusé d'avoir tué sa femme. Et l'une des charges qui pesait contre lui, c'était qu'il avait jeté le matelas. Alors c'était un matelas sur lequel sa femme se livrait à l'adultère. Voilà le contexte. Et naturellement, le fait d'avoir jeté le matelas nourrissait l'imaginaire de l'accusation qui disait « c'est sur ce matelas que le crime a eu lieu » et il s'en est donc débarrassé pour éviter qu'on retrouve des traces de son forfait. Interrogé sur cette question, Zaguri dit « oui, le matelas, il l'a jeté ». C'est un élément factuel qui est incontournable, mais peut-être qu'en réalité, il n'a fait que le rejeter. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'hypothèse qui était présentée par la défense, qui pouvait être celle de « ah mais sur ce matelas, elle a couché avec un mec, je prends le matelas, je le brûle ». Ce qui n'était pas du tout la même démarche que « je vais brûler le matelas parce qu'il y a des traces de sang et que c'est la preuve de mon crime ». Et quand on est face à un expert comme celui-là, pardon, il n'y a rien à dire, on ne peut que l'aimer. C'est en ça que le couple peut être un couple connaissant une histoire d'amour sans nuage et sans faille.
Maintenant, il y a aussi dans l'expertise des gens qui arrivent avec une forme de prétention et d'arrogance, dont le travail n'est pas toujours un travail parfait, mais nul n'est parfait. Et puis, au fond, pardonnez-moi, mais si on accepte l'expertise judiciaire, il faut qu'on en accepte toutes les règles. Et dans les règles de l'expertise judiciaire, il y a la contradiction, l'insupportable contradiction à laquelle l'avocat doit vous soumettre. Maintenant, moi, je ne peux pas répondre pour tous les avocats. Je sais ce que je fais. J'essaie d'être d'accord avec moi-même, encore que Paul Valéry a dit qu'il n'était pas d'accord avec lui-même. Et voilà. Mais ça s'inscrit dans une forme de cohérence. Je ne vois pas pourquoi j'irais agresser un type qui est dans la modération. Mais en revanche, l'expert qui arrive et qui présente une thèse péremptoire, surtout si ce n'est pas la mienne, oui, on risque de se frotter un peu, oui. Bon, vous êtes tiré, comme tous les bons compagnons, dans des déjeuners ou surtout des dîners en ville, où la maîtresse de maison vous accueille et vous pose la seule question qu'il ne faut pas poser à un avocat, mais c'est étonnant, elle la pose toujours. Comment faites-vous, sachant ce que vous savez, pour défendre un coupable? Donc je voudrais quand même vous demander 2 mots sur l'exercice de la vérité, M. Dupond-Moretti, sur la posture de l'avocat, et puis sur cette position supposément schizophrénique que l'on nous prête et qui, au fond, serait à l'origine des salissures que trimballe notre profession année après année. Bon, de la même façon, mais ça je l'ai déjà dit, que vous soignez sans juger, on plaide sans juger. Moi, je ne suis pas le juge ou le guide spirituel de l'homme que j'ai l'honneur de défendre. Et je me moque complètement de savoir s'il est innocent ou coupable. Je vais même vous dire quelque chose, je suis très chagriné quand je sais qu'il est innocent parce que ça met une insupportable pression. De ce point de vue, je trouve que le doute nous protège un peu. Bon. Un accusé a le droit de mentir. Et raconter ça, c'est pas faire l'apologie du mensonge, c'est rappeler que dans un système judiciaire, tant que cet homme dispose de cette possibilité, souvent d'ailleurs sa dernière liberté, alors c'est à l'accusation de rapporter la preuve de sa culpabilité. Moi, mon rôle consiste à, comment dirais-je, veiller à ce que la parole de mon client soit cohérente. Et le reste, ça ne me regarde pas. Si, par bonheur pour lui, il est acquitté, il réglera ses comptes avec sa propre conscience lui-même, le jour où il se regardera devant la glace. Mais ce n'est pas mon histoire à moi. J'ai une morale, je veux rassurer tout le monde. Elle s'applique à moi, à mes proches, aux gens que j'aime, à mes amis. Mais elle n'a pas une vocation universelle ou universaliste. Un homme qui vient me voir, il me raconte une histoire. Si elle est cohérente, ça me suffit. Je ne veux rien savoir d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux savoir autre chose que ça, alors je deviens un juge. Je ne suis plus tout à fait un avocat. Le rapport de la vérité qu'on a avec le client, c'est celui-là. Enfin, en ce qui me concerne. Et au fond, si je devais ne défendre que les gens dont je pense intimement, ça devrait me conduire à faire une espèce d'enquête et je serais une espèce de juge d'instruction avant d'être son avocat pour savoir si... Ça m'intéresse absolument pas, je m'en fiche. Alors me direz-vous, des coupables échappent parfois aux mailles du filet judiciaire. Oui, sans doute. Oui. Mais pour autant, tant que des acquittements seront prononcés, en ce compris des acquittements de coupables, alors le véritable innocent peut être serein. Et c'est Voltaire, que vous avez hébergé en son temps, qui écrit à propos de l'affaire Calas qu'il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Je vais vous donner un petit exemple qui peut vous concerner, vous. Parce que vous dites tout ça, ouais, c'est gentil, mais les criminels, etc. Vous n'avez pas de permis à point en Suisse, n'est-ce pas? Bon. Mais il y a quelques Français parmi vous. Le radar le cinémomètre qui indique votre vitesse à l'autorité judiciaire
il doit être contrôlé tous les ans. Alors je vous la fais très très courte, vous venez me voir et vous me dites voilà, j'ai été gaulé à 150 km/h et moi je découvre dans la procédure, parce que c'est écrit dans la procédure qui me sera transmise ensuite, que le radar il n'a pas été contrôlé dans l'année. Et alors là je vous dis écoutez voilà, qu'est-ce qu'on fait là? On fait annuler la procédure, vous gardez vos points, vous allez dire au juge que vous êtes coupable et on ne soulève pas la nullité de procédure. Voilà, c'est de l'illustration par l'exemple.